Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une fiche de lecture consacrée à un roman d'Honoré de Balzac qui s'intitule Mémoires de deux jeunes mariés. Et nous allons envisager ce roman dans le cadre de la problématique du parcours raison et sentiment. Cette vidéo suivra le plan suivant. Tout d'abord, je vous donnerai quelques éléments liés à la vie de Balzac, éléments qui sont plus ou moins en lien avec le roman. Ensuite, je vous présenterai le roman, son contexte de publication et évidemment son résumé. Et pour finir, nous aborderons quelques pistes d'analyse, les principales thématiques de l'œuvre évidemment, et puis le lien avec la problématique raison et sentiment. Je commence donc avec quelques éléments qui concernent la vie de l'auteur, Honoré de Balzac. Honoré de Balzac naît en 1799 et il meurt en 1850, autant dire que c'est un homme du 19e. Honoré de Balzac ne s'appelle pas toujours Honoré de Balzac. Il naît Honoré Balzac. Et encore faut-il préciser que ce nom, Balzac, n'est pas le nom de ses ancêtres, c'est le nom de son père, mais son père a fait modifier leur nom de famille en cours de vie et leur nom original c'est Balsa. Honoré de Balzac s'appelle donc Honoré Balzac quand il naît et il va ajouter une particule à son nom en 1831. Très jeune, Honoré de Balzac va être marqué par la relation à ses parents, ou plutôt par l'absence de relation à ses parents. Il souffre d'un sentiment d'abandon. Quand il naît, il est mis en nourrice jusqu'à l'âge de 3 ans. Une nourrice, je vous le rappelle, c'est une femme qui va élever l'enfant d'une autre, mais qui aussi, et c'est pour ça qu'on appelle ça une nourrice, va le nourrir, va l'allaiter. Donc Honoré de Balzac ne fréquente pas ni son père ni sa mère jusqu'à l'âge de 3 ans. Il est ensuite ramené chez ses parents et puis plus tard il va être envoyé dans un collège qui est à plus de 150 km de Paris, donc à 150 km de sa famille, et il va être interne durant 6 ans, 6 ans durant lesquels il ne rentrera presque jamais chez lui. Il va poursuivre des études de droit durant lesquelles il va travailler parce que c'est important pour son père qui considère qu'il faut allier la théorie à la pratique et il va donc exercer la profession de clerc de notaire. Mais l'orientation n'est pas celle qu'il a choisie et très vite, Balzac va s'orienter vers la littérature. Il va écrire notamment une tragédie, une traduction de Spinoza. Il va publier aussi ce qu'il appelle de la littérature marchande, c'est-à-dire des romans, des nouvelles, des articles de journaux qu'il considère comme étant de très peu de qualité. Ce sont des articles, des romans, des nouvelles qu'il écrit pour pouvoir vivre. Et comme il a conscience de son talent, comme il a conscience de son génie, et qu'il est persuadé qu'un jour ou l'autre il sera un écrivain reconnu, eh bien il ne veut pas salir son nom et il va utiliser pour cette littérature marchande un nom d'emprunt, un pseudonyme. Il a beau être persuadé de son génie, rien ne fonctionne à ce moment-là de son existence, on ne reconnaît pas son talent, il ne connaît pas le succès, et un temps il va arrêter d'écrire et il va essayer de devenir libraire-éditeur, mais sans grand succès non plus puisqu'il va faire faillite très rapidement. C'est en 1828 que va paraître le premier titre qu'il va signer de son nom, Honoré Balzac. Et avec ce premier titre, ses qualités d'écriture vont commencer à être reconnues. Il va être invité dans les salons littéraires, il va être invité par les gens influents de son temps. Et il va écrire sans cesse et sans relâche, notamment dans les journaux. Pour la première fois, en 1831, il ajoute la particule que l'on connaît à son nom, Honoré Balzac devient Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, et j'en terminerai avec ça, est connu avant tout pour ses excès. Ses excès de travail, tout d'abord parce que il écrit de façon intense en permanence, il laisse une œuvre monumentale, il laisse plus de 90 romans parus en moins de 15 ans. Il est connu pour ses excès de nourriture, il dévore. Il est connu pour ses excès de vin également. De dépenses, Honoré de Balzac passera son existence à gagner beaucoup d'argent et à perdre beaucoup d'argent. Et il est connu enfin pour ses excès de relations amoureuses. Il va fréquenter un certain nombre de femmes jusqu'à son mariage avec la comtesse Hanska. Pour la petite histoire, cette comtesse Hanska, Balzac va la courtiser pendant 17 ans.
Pendant 17 ans, il va être amoureux de cette femme qui va le repousser et elle va finalement céder à ses avances, elle va l'épouser, mais elle l'épouse quelques mois seulement avant que Balzac ne meure. Voilà pour la courte biographie que je tenais à faire d'Honoré de Balzac. Je m'intéresse maintenant à l'œuvre Mémoires de deux jeunes mariés. La première chose à savoir sur l'œuvre Mémoires de deux jeunes mariés, c'est qu'il ne s'agit pas au départ d'une œuvre, mais de deux œuvres. Le roman commence par paraître dans la presse, dans un journal, sous forme de roman feuilleton. Un roman feuilleton, c'était un roman qui paraissait par extrait, jour après jour, dans un journal. Et Balzac a en fait deux œuvres. La première qui s'appelle Mémoires d'une jeune femme et la deuxième qui s'appelle Sœur Marie des Anges. C'est ensuite que Balzac va les réunir pour en faire un seul roman qui va porter le nom de Mémoires de deux jeunes mariés. Ce roman, il va le regrouper encore plus tard avec d'autres œuvres dans la comédie humaine. La comédie humaine, c'est une vaste fresque qui regroupe plus de 90 œuvres, de 90 romans, dans lesquels on va trouver des personnages qui réapparaissent. Et si Balzac réunit tous ses romans sous un titre commun, la comédie humaine, c'est parce qu'il est animé par un seul désir tout au long de l'écriture de toutes ses œuvres. Et ce désir, c'est, dit-il, la volonté d'identifier les espèces sociales de son époque. Le terme espèce, quand on parle d'être humain, invite évidemment à réfléchir à cette œuvre en termes de science. Le terme espèce évoque une démarche scientifique. Et Balzac a cette volonté de s'inscrire dans un mouvement que l'on appelle le réalisme et qui veut proposer une vision la plus scientifique, la plus réaliste, la plus fidèle au réel possible. Effectivement, l'écriture de Balzac relève du mouvement réaliste. La comédie humaine, donc cette vaste fresque, c'est en fait trois grands ensembles. Encore une fois, ces ensembles sont définis par Balzac, qui pense son œuvre non seulement en termes de roman, mais aussi en termes de construction d'ensemble. Et les trois grands ensembles, ce sont les études des mœurs, les études philosophiques et les études analytiques. Le roman qui nous intéresse, Mémoires de deux jeunes mariés, appartient aux études des mœurs et il appartient même à un sous-ensemble des études des mœurs qui s'appelle Scènes de la vie privée. Dernière chose à retenir pour cette présentation de l'œuvre, c'est que le roman est divisé en deux parties. La première qui va retracer les premières années de deux jeunes femmes, à partir du moment où elles sortent du couvent jusqu'au moment où elles sont des femmes mariées. Et la seconde partie qui va retracer la chute d'un de ces personnages, Louise, et l'essor de l'autre personnage, René. Je m'attelle maintenant au résumé de l'œuvre. Je commence évidemment par la première partie. La première partie débute au moment où Louise, qui s'appelle en réalité Armande Louise Marie de Chaulieu, et Renée, qui s'appelle en réalité Renée de Maucombe, sont deux jeunes femmes qui sortent du couvent où elles vivaient. C'est une libération, la vie les attend, et on va découvrir toutes leurs existences à travers des lettres qu'elles s'échangent, puisque le roman est un roman épistolaire. À leur sortie du couvent, Louise va rejoindre sa famille à Paris où elle va vivre très largement de l'héritage d'une grand-mère décédée évidemment. Louise, elle a des rêves d'avenir. C'est une femme passionnée, elle veut devenir quelqu'un, elle veut rencontrer un homme, elle veut aimer, elle veut être aimée. Et pour parvenir à ses fins, elle va s'opposer, parfois de façon violente, à ses proches. Elle va réussir ce qu'elle avait décidé puisqu'elle va épouser un homme qu'elle connaît sous le nom de Felipe Henares et qui lui donne à ce moment-là des cours d'espagnol. Mais Felipe Henares est en réalité un grand d'Espagne exilé pour des raisons politiques. Louise a réussi ce qu'elle voulait. Leur relation est une relation amoureuse, elle est basée sur la passion amoureuse et ils vont vivre davantage comme des amants que comme des époux. Ils vont s'aimer terriblement, ils vont être exigeants l'un envers l'autre et ils vont voyager. C'est donc la vie que Louise souhaitait. Il y a néanmoins une ombre au tableau, elle ne parvient pas à devenir mère. Pendant ce temps-là, Renée va retourner, elle, dans sa famille. Elle retourne en Provence puisqu'elle est originaire de Provence et quand elle arrive, sa famille lui donne un choix. Soit elle rentre définitivement au couvent, soit elle épouse un voisin du nom de Louis d'Estorade. Louis d'Estorade, c'est un homme assez insignifiant qui s'était pris d'elle, qui est tombé amoureux en la voyant.
Renée n'est pas amoureuse, mais elle va accepter ce mariage, elle se rend à la raison, elle va l'épouser, et elle va l'épouser en se promettant de tout faire pour le rendre heureux, pour avoir une famille solide, stable, et elle va pousser son mari à avoir une belle carrière. La première partie s'achève au moment où Renée est mère, et elle est enceinte d'ailleurs, de nouveau enceinte lorsque s'achève la première partie, et elle apprend que Louise a perdu son mari qui est mort, épuisé par l'amour dévorant de sa femme. Voilà pour la première partie du roman. La deuxième partie, quant à elle, s'ouvre sur une grande nouvelle. 3 ans après la mort de son premier mari, Louise tombe de nouveau amoureuse et elle épouse un homme, c'est un poète, il est désargenté, il s'appelle Marie Gaston et elle va s'installer avec lui à la campagne pour vivre de façon un peu discrète. Renée, de son côté, poursuit sa vie raisonnable et raisonnée. Elle est installée avec son mari, elle a fait refaire la maison, elle aide son mari à faire carrière et il réussit bien, il devient député, il devient pair de France, il obtient la Légion d'honneur et il finit même, dans le roman, par être président de la Cour des comptes. C'est donc une famille qui a réussi, qui a gravi les échelons de la hiérarchie sociale. La vie du côté de Renée est sans surprise. Elle est faite de petits plaisirs et de petits déplaisirs. C'est une vie stable. C'est une vie qui est organisée autour des enfants. Et Renée, d'ailleurs, dans ses lettres, va insister beaucoup sur la maternité, sur le développement de ses enfants et sur ce que cette maternité entraîne de bonheur et de soucis. Nous revenons du côté de Louise. Très vite, Louise va soupçonner des tromperies de la part de son mari. Elle s'aperçoit que son mari s'abstente de façon régulière et les raisons qu'il avance lui paraissent peu convaincantes. Elle est dévorée de jalousie, elle est tellement dévorée de jalousie qu'elle va se laisser mourir. Elle a 30 ans, elle va déclencher elle-même une pneumonie et elle va en mourir. Elle va mourir en regrettant de ne pas avoir eu d'enfant et elle va mourir avec d'autant plus de regret que sur son lit de mort, elle va apprendre que son mari n'était pas infidèle. En réalité, il se rendait régulièrement à Paris pour aider la veuve de son frère qui était dans le besoin. Et le roman s'achève ainsi sur une dernière rencontre des deux amis qui se fait autour du lit de mort de Louise. La dernière lettre du roman, c'est une lettre de Renée qui annonce la mort de son ami et qui demande comme une ultime consolation la présence de ses enfants. Voilà pour le résumé du roman. Je m'intéresse maintenant aux pistes d'analyse que vous pouvez explorer en lisant Mémoires de deux jeunes mariés. La première chose qu'il convient de faire, c'est de se demander quels sont les principaux thèmes, les principales thématiques de l'œuvre. La première thématique, c'est évidemment l'amour et le mariage. Louise et Renée, dans le roman, elles vont incarner deux conceptions radicalement opposées de l'amour et du mariage. La première conception est basée sur la raison et l'autre est basée sur les sentiments. Pour la première, pour Renée, l'amour c'est avant tout un contrat qui va reposer sur l'amitié, sur la confiance, sur le soutien mutuel et sur l'amour des enfants. C'est une conception de l'amour et du mariage qui se fait dans la tranquillité, dans la stabilité. Pour la seconde, pour Louise, l'amour au contraire, c'est un amour qui est un héritage du fin amour du Moyen-Âge. Le fin amour du Moyen-Âge, que l'on appelle aussi amour courtois, je vous rappelle, il s'agit d'un mouvement littéraire, culturel de cette époque du Moyen-Âge, pour lequel l'amour est conçu comme un ensemble de codes extrêmement rigides. Il met en scène un jeune homme qui est encore en apprentissage de chevalier, et une femme, une dame, en général un peu plus âgée et surtout mariée. Et tout cet amour va consister pour la dame à accorder ce que l'on appelle à l'époque son amitié, qui est censément platonique, qui ne l'est peut-être pas dans les faits, accorder son amitié parce que l'homme va accomplir des exploits, des efforts pour la mériter. Vous voyez s'afficher sur votre écran un lien qui vous permet d'aller consulter une petite vidéo consacrée au fin amour si besoin est. Toujours est-il que Louise vit l'amour comme une passion permanente et elle considère que la femme est une conquête que l'homme doit mériter à force d'efforts et d'épreuves surmontées. Et c'est tous ces efforts, toutes ces épreuves qu'elle impose à son mari, son premier mari, qui vont finir par le tuer.
La deuxième thématique importante du roman, c'est évidemment l'amitié. Nous avons dans le roman deux personnages qui vont grandir ensemble au couvent, qui vont se séparer, qui vont avoir deux existences extrêmement différentes, mais qui malgré tout vont entretenir un lien très fort. Le roman, vous le verrez, regorge de termes très affectueux, employés indifféremment par l'une ou par l'autre des personnages, et leurs échanges vont toujours être basés sur l'honnêteté. Ces deux femmes se disent les choses, se disent leurs pensées. Louise va confier par exemple à Renée la jalousie qui est la sienne quand Renée est enceinte, et Renée de son côté ne va pas hésiter à reprocher à Louise les choix de vie qu'elle fait et qu'elle considère comme étant individualistes. Une autre thématique, c'est la société du 19e. Mémoire de deux jeunes mariés, c'est aussi le portrait d'une société. Je vous renvoie pour ça à la première partie du roman, qui permet une peinture sans concession de la société parisienne que découvre Louise quand elle sort du couvent. C'est un monde de paraître, c'est un monde de pouvoir, c'est un monde sans pitié. Et c'est aussi, ce roman, dans son intégralité, une peinture de la société française post-révolutionnaire, où la société est organisée autour de l'individu, de ses désirs, de son envie de plaisir. Cet individualisme qui règne en maître au XIXe, et peut-être aujourd'hui d'ailleurs, c'est le personnage de Louise qui va l'incarner. Dernière thématique, c'est évidemment la forme du roman, la forme épistolaire. Le choix d'une forme, ce n'est jamais anodin. Ici, Balzac fait le choix d'écrire un roman uniquement par lettres. On va donc découvrir les deux personnages à travers ce qu'elles s'écrivent, ce qui implique que nous avons, nous lecteurs, une position de voyeuriste qui nous permet de plonger au plus profond de l'intimité des personnages. Ce sont ici les principales thématiques que je repère dans Mémoire de deux jeunes mariés. Il nous reste maintenant à nous poser la question de la relation entre Mémoire de deux jeunes mariés et le titre du parcours, Raison et sentiment. Ce titre de parcours relie deux termes, raison et sentiment, deux termes qui sont a priori opposés. On pourrait parler d'une antithèse. Ces deux termes vont être incarnés chacun par un des personnages du roman. Louise, c'est les sentiments. C'est une femme passionnée. Elle s'oppose à son entourage pour vivre comme elle l'entend. Elle rencontre des amours qui sont des amours hors du commun, extraordinaires. Renée, au contraire, c'est la raison. Elle accomplit son rôle d'épouse et de mère sans passion, en cherchant simplement la stabilité. Et le roman va donc inviter le lecteur à se poser la question de ce qui importe pour lui, des choix qu'il entend faire, raison ou sentiment, voire équilibre entre raison et sentiment. On peut donc parler pour Louise et pour Renée de personnages marionnettes par lesquels le romancier va étudier différentes possibilités qui s'offrent à tout homme, différentes hypothèses de vie. Renée, elle a une vie ordonnée, elle réussit socialement, elle est heureuse d'être mère, elle forme un couple solide avec son mari. Pourtant, sa vie est quand même dénuée de toute imagination et de tout élan. Louise, elle fait le choix d'une vie éclatante, guidée par le désir, par le plaisir. Mais elle va mourir jeune et malheureuse. On peut donc se demander ce qui est préférable. Balzac a dit un jour ou écrit un jour qu'il aurait préféré la vie avec Louise, qu'il aurait préféré même être tué par Louise que de vivre avec Renée. Pourtant, le regard qu'il porte sur la femme passionnée, sur Louise, c'est aussi un regard très critique. Louise vit pour le désir et le plaisir, c'est formidable. Mais c'est pas très surprenant qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Son incapacité à être mère, c'est aussi une métaphore du choix de vie qu'elle a fait, qui est un choix de vie individualiste, qui suppose qu'elle ne vit que pour elle. Elle est donc incapable d'avoir des enfants, de s'occuper de quelqu'un d'autre qu'elle. Et on peut même lire, si l'on pousse un peu le raisonnement, l'existence de Louise comme une métaphore de la société du XIXe. Après la Révolution française, dont on sait que Balzac la regrette un petit peu, ou en tout cas, il affirme parfois un regret de l'Ancien Régime. Après la Révolution française, donc, l'individu va avant tout aspirer au bonheur personnel. Et c'est une très bonne chose. Mais aspirant au bonheur personnel, il se détourne de la famille et il se détourne de la société, de son rôle au sein de la famille, de son rôle au sein de la société, du fait de construire une famille, du fait de construire, de participer à la société. J'en ai terminé avec cette fiche de lecture consacrée à Mémoire de deux jeunes mariés d'Honoré de Balzac. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée.